Souvenez-vous, fin 2021, Jean-François Granat était directeur du marketing et de la communication des Vergers Boiron, entreprise industrielle d'agroalimentaire. Eh bien aujourd'hui, Jean-François, depuis environ 1 an et demi, est toujours directeur du marketing et de la communication, mais cette fois-ci chez Rhenus Logistics France. Alors Rhenus, comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui officie dans le transport et dans la logistique, un secteur que Jean-François ne connaissait pas particulièrement. Et justement, parce que nous les femmes et les hommes du marketing et de la communication sommes très adaptables, eh bien Jean-François va vous expliquer comment il a réussi à prendre son poste, à sortir de très belles campagnes de communication qui génèrent des leads, faire en sorte que Rhenus, qui n'est pas nécessairement le plus connu des acteurs de la logistique, je vous le rappelle quand même que c'est 40 000 personnes à travers le monde, donc on n'est pas dans la TPE, je le dis comme ça au passage. Eh bien comment Jean-François, avec son équipe magique, réussit à faire de Rhenus cette entreprise qui sait communiquer à nouveau. Dans cet épisode, nous allons parler RSE, d'image employeur, mais je vous rassure, sans le moindre pipeau, on va parler également de génération de leads et évidemment d'image de marque. Mais Jean-François va vous expliquer aussi comment il a pris son poste, à savoir comment il a fait preuve de curiosité, comment il est allé rencontrer ses collègues. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, Jean-François est un homme heureux dans cette entreprise qui est Rhenus Logistics France. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai pris un énorme plaisir à demander à Jean-François ce qu'il était devenu depuis un peu moins de 3 ans. Très très bonne écoute en compagnie de Jean-François Granat, directeur du marketing et de la communication de Rhenus Logistics France. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Eh bien écoute, très bien, il fait beau, il fait presque chaud, donc nickel. Ah, écoute, la France va bien, j'en suis absolument ravi. Alors Jean-François, la dernière fois qu'on s'est parlé dans ton décodeur à toi, non pas dans le Café de la Com où tu es un habitué des têtes de com, tu étais chez les Vergers Boiron où tu étais directeur du marketing et de la communication. Nous étions en 2021. Qu'est-ce que tu deviens ? J'ai envie de te dire, que s'est-il passé depuis ? Nous sommes aujourd'hui fin mai 2024. Que se passe-t-il dans ta vie professionnelle ? Écoute, beaucoup de choses, Laurent. D'abord, j'ai changé d'entreprise, j'ai changé de secteur d'activité, parce que je suis aujourd'hui directeur marketing dans une entreprise qui s'appelle Rhenus Logistics, et qui, comme son nom l'indique, travaille dans le secteur de la logistique et du transport. Donc, tu vois, rien à voir avec les Vergers Boiron, qui étaient dans le secteur de l'agroalimentaire et qui faisaient des purées de fruits à destination des pâtissiers, des cuisiniers et des barman. Donc voilà, secteur complètement différent. Eh ben écoute, félicitations. Ça fait depuis combien de temps que tu es dans cette belle entreprise ? Écoute, j'ai commencé en décembre 2022, donc ça fait à peu près un an et demi, dans un secteur complètement nouveau, dans une entreprise de taille aussi complètement différente, parce que les Vergers Boiron, c'était, on va dire, une grosse PME qui faisait à peu près 200 personnes. Là, Rhenus, c'est un très gros groupe, puisque c'est un groupe d'origine allemande, un groupe qui est encore familial, et qui fait aujourd'hui 7,5 milliards de chiffre d'affaires, donc tu vois, 40 000 personnes, donc on n'est plus du tout dans la même taille que les Vergers Boiron. Et en France, par contre, on est plutôt petit, j'allais dire, parmi tous les spécialistes de la logistique, puisqu'on fait à peu près 1300, 1400 personnes. Voilà, ce qui nous donne aussi beaucoup de flexibilité, de souplesse, et d'être capable de s'adapter aux demandes de nos clients et de gérer un peu les moutons à 5 pattes que nos très gros concurrents sont pas capables de faire. Alors justement, ça, on va en parler parce que vous faites des choses vraiment, vous faites beaucoup de sur-mesure. C'est un peu bateau de dire ça, tout le monde fait du sur-mesure soi-disant. Mais dans ton métier du transport et de la logistique, ton nouveau métier, j'ai envie de te dire, ça n'est pas si courant, hélas encore. Justement, tu me disais que tu ne connaissais pas nécessairement le transport et la logistique. Comment s'est faite l'acclimatation ? Parce que tu passes d'une entreprise familiale comme les Vergers Boiron, une très très belle PME comme tu le disais, à l'international, il faut le rappeler. Là, Rhenus, c'est un groupe international avec près de 40 000 collaborateurs à travers le monde. Mais comment se passe justement cette acclimatation ? Parce que là, tu passes du tout au tout, si je puis dire. Oui, c'est un secteur complètement différent, mais tu sais, moi j'ai travaillé dans plein de secteurs. J'ai travaillé dans l'informatique, dans le sport, dans le domaine des ascenseurs, dans la chimie, dans l'agroalimentaire et voilà, maintenant dans la logistique. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'apprendre de ce qui se passe dans certains secteurs. D'apprendre tout le temps. Et en fait, les techniques marketing et communication, elles sont toujours identiques, quel que soit le secteur dans lequel tu travailles. Après, il faut adapter, doser certaines actions.
Mais apprendre le secteur, je trouve ça passionnant, d'autant plus que le secteur de la logistique, c'est un secteur qui est très peu connu, voire pas pas vraiment valorisé, alors que c'est un secteur qui est essentiel en France. Enfin, si on n'avait pas de logistique, on n'aurait rien à manger dans nos supermarchés, on n'aurait pas de médicaments dans nos pharmacies. Voilà, et puis tu peux continuer comme ça, il n'y aurait pas de vêtements dans les magasins, on n'aurait rien à se mettre. Enfin, donc, ce secteur de la logistique, c'est vraiment un secteur qui est hyper stratégique en France. On s'en est un peu rendu compte au moment du Covid, quand il a fallu distribuer des masques, des milliards de masques à toute la population. Et là, on était bien content de trouver des logisticiens qui étaient capables de porter tout ça. Et c'est à ce moment-là un peu qu'on s'est rendu compte que la logistique, c'était vraiment un secteur hyper stratégique dans l'ensemble de l'activité économique, j'allais dire nationale, voire mondiale. Ça a été quoi tes premiers enjeux chez Rhenus Logistics? Parce que, arrête-moi si je dis une bêtise, mais c'est pas une entreprise, en tout cas, c'était pas une entreprise lorsque tu es arrivé fin 2022, qui était très acculturée à la communication. En fait, j'allais dire, dans le secteur de la logistique, c'est un secteur qui est assez peu connu, on l'a dit. Et puis, c'est un secteur qui... il y a très peu de gens qui sont capables, comme ça, spontanément, de citer des entreprises de logistique. C'est assez rare, ce ne sont pas des entreprises qui communiquent auprès du grand public. C'est vraiment de la communication qui est B2B. Il y a quasiment zéro communication B2C, à part peut-être tout ce qui est communication employeur, mais assez faible. Donc, oui, il y a... Quand je suis arrivé, il y a plein de choses qui se faisaient, mais on avait envie de passer dans une étape supérieure et accentuer ce côté communication, se faire de plus en plus connaître et de faire de plus en plus connaître nos métiers. Ça, c'était une vraie volonté quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il y avait une équipe de 3 personnes, une super équipe, sur laquelle, avec laquelle j'ai un peu, on a ensemble tout remis un peu à plat et regardé quelles étaient les actions qu'on pouvait mettre en place pour redynamiser un peu notre communication et nos actions marketing. Donc, ce que je comprends parfaitement. Alors justement, avec cette équipe aujourd'hui, elle s'est agrandie, puisque tu m'as dit que vous étiez 4 désormais, donc félicitations. Les enjeux, c'était quoi? C'était, entre guillemets, la communication ou l'image employeur, c'était faire connaître les métiers, y compris auprès des clients, puisque tu disais que vous étiez capable de faire des moutons à 5 pattes. C'était quoi les grands enjeux, si tu les détailles un tout petit peu plus? En fait, il y a plusieurs enjeux parce que moi, dans mon équipe, on s'occupe de beaucoup de choses. On s'occupe d'abord de tout ce qui est marketing, avec un enjeu de générer des prospects. Donc, il y a un vrai enjeu business, des vrais enjeux de compréhension du marché, donc d'analyse du marché. Donc ça passe par des études de marché, des rencontres, des enquêtes de satisfaction client, des choses comme ça. Un très gros enjeu d'image et de notoriété. Parce que comme je l'ai dit, Rhenus, c'est une très grosse entreprise en Allemagne. Très connu en Allemagne, mais en France, on est un petit parmi les grands. Donc, on avait vraiment besoin d'améliorer notre image et notre notoriété. On est connu dans certains secteurs, notamment dans le secteur de la logistique pharmaceutique, parce qu'on est très présent dans ce secteur-là, avec un gros pôle pharmaceutique à Strasbourg, et un autre qu'on est en train de créer sur la région lyonnaise. Et donc, on a un vrai besoin de développer l'image et la notoriété de l'entreprise. Deuxième créneau, j'allais dire, deuxième enjeu, c'était tout ce qui est communication employeur. Je ne vais pas utiliser le mot marque employeur, on va en parler si tu veux. Mais toute cette communication employeur pour attirer en fait des talents dans l'entreprise. Parce qu'on attire à la fois, on recherche à la fois des gens avec peu de qualifications pour travailler comme caristes, préparateurs de commandes. Et puis ce sont des gens qu'on va pouvoir faire monter dans l'entreprise à travers des formations internes, et on a plusieurs patrons de sites qui ont commencé simplement comme préparateurs de commandes. Et donc, c'est encore des rares métiers où tu peux travailler sans avoir vraiment une formation à la base et puis évoluer dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça où sans formation, tu peux arriver à progresser et atteindre des postes à forte responsabilité. Et ça nous amène aussi à développer des actions. On parlera peut-être de RSE tout à l'heure, mais des actions où on fait de l'insertion à la fois de personnes handicapées, de personnes qui sortent de prison, par exemple, qu'on va pouvoir réintégrer dans nos métiers. Donc il y a plein de choses que tu peux faire. Et c'est des super jobs aussi pour des étudiants. Il faut parfois peut-être mieux travailler, faire un job d'étudiant pendant 1 mois ou 2 dans un entrepôt à température contrôlée entre 15 et 25 degrés que se retrouver sur un chantier à 45 degrés dehors à faire des métiers qui sont peut-être des fois un peu plus difficiles. Et puis c'est des métiers où franchement, tu peux vraiment progresser beaucoup
si tu es assidu, et il y a vraiment de quoi faire. Et puis en même temps, on recrute aussi beaucoup de gens dans le domaine de l'informatique, parce que qui dit logistique, c'est traiter des centaines, des milliers de données tous les jours. Et tout ça, ça passe aussi par des process qui sont hyper informatisés. Et donc là, on a besoin de gens pour développer justement des programmes, améliorer nos systèmes de fonctionnement, nos systèmes informatiques pour toujours être plus performants et améliorer à la fois la gestion des données puis la traçabilité qui est hyper importante dans nos métiers. Alors c'est même fondamental, mais alors justement, il faudrait que tu nous expliques à nos auditrices et auditeurs qui connaissent pas nécessairement bien le monde du transport et de la logistique. En fait, le transport, on sait tous ce que c'est, mais pas trop la logistique, justement. La logistique, c'est pas la logistique de papa où tu as un très grand entrepôt et puis tu as des trucs sur des étagères. Ça a énormément changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de robotisation et beaucoup d'innovation. On est d'accord? Tu as même fait des vidéos là-dessus, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. La logistique, c'est, je vais dire très basiquement, c'est je réceptionne des produits, je les stocke. Je peux renvoyer on les récupère sur palette, on peut renvoyer la palette complète, mais on peut aussi exploser la palette et puis préparer des commandes pour aller servir des magasins. Donc ça a l'air très simple sur le papier. Quand tu le fais, quand tu gères une palette, c'est pas très compliqué. Quand tu en gères des dizaines de milliers tous les jours, ça devient un peu plus compliqué. Je te donne un exemple. On fait la logistique d'une marque de e-commerce dans l'alimentation animale, par exemple, dans les produits pour animaux. C'est 50 000 commandes par semaine. Donc, tu vois, ça devient très compliqué dès que tu commences à multiplier le nombre de commandes et le nombre d'interactions que tu fais avec les produits. Et donc, tout ça, ça passe par beaucoup de support informatique, d'innovation. On a fait, comme tu l'as dit, une série de 4 vidéos sur comment est-ce qu'on mettait en place un système d'inventaire par drone. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ces 4 vidéos sur notre chaîne YouTube. C'est un process qui a pris 2 ans, sur lesquels on avait au départ dit, tiens, on va prendre un drone, on va mettre une caméra sur un drone, et puis le drone, il va aller filmer les codes barres et les emplacements dans l'entrepôt. Mais finalement, tu te rends compte que un drone, ça a une durée de vol de 20 minutes, qu'il faut qu'il revienne, qu'il faut qu'il se recharge pendant une petite heure, qu'il reparte. Donc du coup, c'était pas très efficace. Et on a fait pas mal de recherches de développement pour aller mettre en place un système de drone qui est relié à un robot, presque un peu comme ton robot aspirateur. La batterie est dans le robot. Le robot, lui, il a cartographié l'entrepôt. Et le drone va, lui, juste aller vérifier les codes barres et les emplacements, voir s'ils sont vides, et faire la partie comptage. Et ça nous permet de faire des inventaires la nuit ou le week-end et d'être beaucoup plus efficace dans la précision qu'on a sur l'inventaire de nos stocks. Ce qui veut dire, Jean-François, si j'ai bien compris, que le métier de la logistique et du transport n'est plus du tout, comme je le disais tout à l'heure, le métier un peu à l'ancienne, un peu 20e siècle, voire 19e siècle. C'est quelque chose où il y a énormément, c'est un secteur, où il y a énormément d'innovation. Tu viens de le montrer. Il y a aussi de l'innovation sociale. Tu disais tout à l'heure que vous faisiez de la réinsertion d'anciens détenus, des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus longuement? Alors, je sais bien que c'est de la communication employeur et non pas de la marque employeur. On ne reviendra pas là-dessus, toi et moi. On est d'accord sur le sujet. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que faut comprendre aussi qu'on peut faire des belles carrières. Je crois que chez Rhenus, il y a quelqu'un qui est en Allemagne à très très haut niveau et qui a commencé genre stagiaire, quelque chose comme ça. Donc, ce qui prouve qu'il y a cette culture vraiment du développement des collaboratrices et des collaborateurs. Oui, tout à fait. Notre directeur général en Allemagne a commencé comme stagiaire dans l'entreprise. Donc, tu vois, il y a une belle progression. Mais en effet, tout le côté développement social, c'est quelque chose qui est très important. On se bat toujours avec nos concurrents pour aller attirer chercher des préparateurs de commandes, des caristes, des chauffeurs de camions, des gens dans le domaine de l'informatique, des chefs de projet dans le domaine informatique. Donc, on travaille beaucoup sur ce côté communication employeur. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des programmes d'insertion, des programmes aussi de tout ce qui est sur la partie inclusion, personnes handicapées. Et puis, ça passe aussi par la com interne, valoriser beaucoup aussi les métiers en interne, faire connaître tous les métiers en interne, et puis valoriser les actions qui sont faites dans chacun des sites. On a une trentaine de sites en France. Donc, la communication interne, elle est aussi très, très importante avec des sites qui font parfois... je vais dire presque 250 personnes, et puis d'autres sites où on va avoir 10-12 personnes. Donc, on a besoin
que ce petit site qui va faire 12 personnes soit aussi visible et aussi reconnu pour ce qu'il fait que des grands sites qui font 250 personnes. Donc voilà, tout ce qui est RSE aussi est quelque chose qui est de plus en plus important dans nos métiers. Donc là, on a fait un gros travail pour définir notre feuille de route RSE 2023-2026 avec une dizaine d'enjeux, une vingtaine d'engagements et des critères qui sont suivis, je veux dire, presque au jour le jour. Notamment sur tout ce qui est la gestion des énergies. L'entrepôt, c'est très grand, ça nécessite beaucoup d'énergie pour soit le chauffer, soit le maintenir à des températures dirigées. On a des entrepôts qui sont en 2 à 8 degrés, des entrepôts en 15-25 degrés, des entrepôts qui sont en température ambiante. On va même jusqu'à gérer des températures négatives avec du moins 20, du moins 80, du moins 180 dans le domaine de la pharma. Ça, c'est très énergivore et donc on travaille beaucoup sur l'utilisation de panneaux solaires. Là, on va inaugurer bientôt un nouveau bâtiment qui fait appel à de la géothermie. Donc, on va piocher des calories à 125 mètres en dessous du niveau du sol pour pouvoir justement réchauffer le bâtiment ou au contraire rafraîchir le bâtiment. Et puis, des techniques très innovantes de gestion technique du bâtiment qui vont pouvoir, par exemple, anticiper la météo et pouvoir adapter la température de l'entrepôt en fonction de la météo de demain ou d'après-demain. En fonction du nombre de personnes qui vont être présentes et d'avoir vraiment une gestion optimisée du bâtiment. Donc ça, c'est des techniques qui sont très qu'on n'imagine pas en fait quand on voit un entrepôt et quand on parle du milieu de la logistique. On est tout à fait d'accord, on est encore dans cette innovation dont tu parlais, alors la fameuse géothermie dont tu viens de parler. Aller chercher... alors finalement, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce qu'on a fait une plaquette ensemble là-dessus. Évidemment, elle n'est pas encore sortie, nous sommes fin mai et l'inauguration, sachez-le chers auditrices et auditeurs, si vous êtes du côté de Lyon, se fera le 20 juin prochain. Donc ça, c'est important, mais explique-nous un petit peu ces sondes là à moins 125 mètres qui vont puiser le froid, le chaud, pour justement avoir une température qui soit adéquate pour tes entrepôts. Explique-nous ce que c'est, s'il te plaît. Oui, donc on a 39 sondes qui sont donc à moins 125 mètres, dans lesquelles on va faire circuler un liquide. Ce liquide va permettre de récupérer les calories du sol et les réinjecter dans le bâtiment. L'hiver, on va récupérer les calories, la chaleur du sol pour le réinjecter dans le bâtiment. Et l'été, au contraire, on va récupérer le froid du sol pour le réinjecter dans le bâtiment. Et c'est quelque chose qui fonctionne en circuit fermé parce que quand on va réchauffer le bâtiment, par exemple l'hiver, le liquide, lui, va se refroidir, on va le remettre dans le sol, réinjecter dans le sol. Dans le sol, il va, étant froid, on va pouvoir le récupérer l'été. Et donc, on a un système comme ça qui permet de gagner quelques calories sur la gestion des énergies du bâtiment. Et ça, on complète ça par des panneaux solaires qui amènent aussi de l'électricité. Donc, tout ça, c'est un système qui fonctionne et qui fait que on a un bâtiment qui est très innovant et qui, finalement, consomme très, très peu. Et il y a en plus le respect de la biodiversité avec un crapaud et un oiseau qui sont particulièrement protégés. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est vachement important à mes yeux quand même, et pour beaucoup de gens. Oui, alors les bâtiments logistiques, c'est des gros bâtiments. Le bâtiment dont on parle là, qui s'appelle chez nous SQF6, c'est un bâtiment qui fait 20 000 m², avec une emprise au sol de 36 000 m² à peu près, je crois, là, comme ça. Et donc l'idée c'était aussi de respecter la biodiversité de l'écosystème qui était local. Et donc on a mis en place, alors sur le bâtiment, on a des nichoirs à oiseaux qui permettent aux oiseaux, notamment un oiseau qui est très spécifique du coin qui s'appelle l'Odicnem criard, de pouvoir nicher. Et puis même chose, on a refait sur le site toute une zone qui est protégée, donc qui n'est pas accessible par nos salariés ou par les gens qui passent sur le site, complètement fermée. Dans lequel on a recréé des mares pour un crapaud qui était aussi endémique du coin. Et on a compensé sur le plan écologique l'emprise du bâtiment par une zone qui est justement dédiée à la préservation de la faune et de la flore et qui est gérée par une entreprise extérieure, une association extérieure avec laquelle on a un bail de 50 ans pour gérer cette zone de compensation écologique. Ce qui veut dire que la RSE chez Rhenus, alors tu en as parlé très brièvement du plan RSE 23-26, mais la RSE chez Rhenus, c'est pas du pipeau, c'est pas du greenwashing. C'est-à-dire que vous faites des choses très concrètes. Il y a pas photo là-dessus. Tu viens d'en parler à l'instant même. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as prises en compte? Évidemment, il y a le social, il y a le sociétal, l'environnemental. On vient un peu d'en parler, mais est-ce que tu peux nous expliquer que finalement, on ne peut pas faire du greenwashing quand on travaille dans la logistique et dans le transport? On est, nous, une entreprise familiale, donc le côté responsabilité sociale et sociétale est vraiment très, très important et ça fait partie de l'ADN de Rhenus.
Et donc, notre stratégie de communication sur la RSE, d'abord, on la commence par notre feuille de route 2023-2026. Et puis après, la façon dont on communique, c'est d'abord, on fait des actions, on communique ensuite. Et on ne veut pas du tout être dans le greenwashing, mais au contraire, être dans des actions très concrètes. Et on communiquera sur toutes les actions et on communique sur toutes les actions qu'on met en œuvre dans le domaine de l'ESE. Eh ben, je dis bravo parce qu'on est vraiment dans le côté familial à l'allemande et allemand évidemment de fait. C'est-à-dire pas de pipeau, d'abord on fait, ensuite on parle et vu que c'est une boîte très familiale, eh bien on ne peut pas être juste des pollueurs et se dire on s'en fout de la planète sur laquelle nous sommes. Donc je dis bravo et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient réfléchir un petit peu plus à ça au lieu de partir dans des plans de com et des rapports RSE débiles que personne ne lit et plein d'informations que personne ne lit encore une fois. Bon bref, j'arrête ma tirade sur la RSE parce que c'est quelque chose de fondamental, mais je trouve que c'est quand même très très mal servi par les communicants. Je reviens à ton métier. Là, on a parlé RSE au sens le plus large du terme. Tu es arrivé dans une entreprise qui n'avait pas la culture com, on l'a dit. C'était quoi tes autres enjeux ? Parce qu'il y a un moment, Rhenus n'est pas nécessairement très connu en France. C'est une rockstar en Allemagne. Il y a de la concurrence en France. Je n'ai pas besoin de les citer et nos auditrices auditeurs les connaissent évidemment. Mais comment justement on fait quand on est quelque part une belle entreprise internationale avec une belle taille en France, parce que 1300 personnes, c'est pas une TPE. Comment on fait pour sortir du lot quand on s'appelle Rhenus, quand on a des mastodontes à côté français ? Et bien justement, pour sortir du lot, c'est intensifier nos actions de communication. Donc, on est de plus en plus présent sur LinkedIn. On avait auparavant, chaque pays avait sa petite page LinkedIn avec son petit nombre de followers. Et on a maintenant une page qui est une page groupe dans laquelle nous, on peut mettre nos communications France avec la possibilité de toucher une audience qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et puis, on communique beaucoup sur ce qui fait un peu nos spécificités, ce qui nous différencie un peu de nos concurrents. Alors, on parlait tout à l'heure de moutons en 5 pattes. On est capable de faire des choses que nos concurrents ont plus de difficultés à faire parce qu'ils sont d'abord beaucoup plus gros, dans des process qui sont beaucoup plus standardisés, et que nous, on est capable de répondre à des choses hyper spécifiques. Je parlais tout à l'heure, par exemple, dans le domaine de la pharmaceutique, où on gère des entrepôts, des frigos à moins 180 degrés et d'envoyer des médicaments qui coûtent une petite fortune tout en maintenant cette chaîne de froid jusqu'à l'hôpital dans des délais très très courts pour maintenir le produit à basse température. Alors, ça, c'est des choses un peu compliquées à faire. De faire dans le domaine de l'agroalimentaire, on fait ce qu'on appelle du co-packing, ou ce que tu peux voir par exemple dans des magasins d'agroalimentaire, quand tu vois par exemple 2 produits qui sont assemblés sur un cellophane avec une petite étiquette par-dessus, et ben ça, c'est fait dans un entrepôt. Donc on stocke nous les paquets de gâteaux, et puis on va les mettre sous film, on met le bon sticker qui va là-dessus, et on en fait des milliers, des dizaines de milliers par jour, par semaine, en fonction des promos que veulent faire nos clients, par exemple. On fait de la PLV. Quand vous allez dans un magasin, vous avez des PLV qui sont en bout de linéaire. Et ben tout ça, ces PLV, elles sont faites chez nous. On est capable de faire de la gravure quand vous commandez une petite médaille pour votre petit-fils. Et ben nous, on est capable de graver le nom qui va dessus. Alors, ça a l'air tout simple de graver une médaille avec le nom de votre petit-fils. Mais quand vous en faites des centaines par jour, vous devez graver la médaille, mettre le petit bon de la part de Tati Ginette et d'imprimer ça, et de mettre le bon coupon avec la bonne médaille, la bonne gravure, la bonne police qui a été choisie pour la gravure, de mettre tout ça dans la bonne boîte, mettre le petit ruban rouge, le paquet cadeau qui va bien. Et ben du coup, quand vous en faites des centaines, ça devient très compliqué et ça demande une certaine rigueur et des process bien huilés pour que tout ça fonctionne correctement. En fait, on n'imagine absolument pas le travail de la logistique. On ne sait absolument pas ce que c'est finalement. On ne voit que l'entrepôt qu'on voit en lointaine banlieue. Et on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire. Donc justement, entre guillemets, la taille, j'allais dire petite, mais c'est pas le vrai terme en France, de Rhenus, lui permet de s'adapter quasiment à tout type de secteur. Tu parlais de la pharmacie, tu parlais du luxe, tu parlais également du pet food. Vous travaillez avec tous les secteurs chez Rhenus ou vous êtes vraiment très spécialiste de 3-4 secteurs ? Non, on travaille avec tous les secteurs, mais on a des clients. Alors, comme je l'ai dit, on a un gros pôle pharmaceutique dans le secteur de Strasbourg qui est vraiment spécialisé parce que la logistique pharmaceutique est assez spécifique, avec on comprend assez aisément, avec de la traçabilité qui est hyper importante et donc des process qui sont hyper normés et hyper compliqués à mettre en œuvre. Donc là, c'est un vrai savoir-faire dans le domaine de la logistique pharmaceutique. Après, on fait aussi du e-commerce. On travaille pour des gens qui sont dans le domaine de la climatisation. Et là, on voit la difficulté, par exemple, dans le domaine industriel, c'est de
doit livrer des systèmes de climatisation qui vont faire la taille d'une voiture, et puis en même temps livrer des pièces détachées avec 3 boulons, 2 rondelles et 4 vis, quoi. Donc et tout ça, ça demande des savoir-faire, ça demande aussi une façon d'optimiser l'entrepôt pour que ça soit le plus efficace possible, et puis optimiser les coûts pour le client. Et ça, quand tu le fais, que je disais, c'est aussi la répétitivité, le nombre de fois où tu le fais, qui est vraiment compliqué. Donc, tout secteur d'activité, tu as parlé du pet food, on a parlé de la pharma, on a parlé de secteur de l'industrie, on fait beaucoup de choses dans le domaine du e-commerce, qui se développe aussi très fort. Donc, dans le domaine de l'agroalimentaire, vraiment des secteurs complètement différents, avec chacun leur spécificité. Et puis des clients qui ont aussi chaque fois, il faut aussi la complexité de s'interfacer avec les systèmes de gestion de clients, que ce soit SAP ou d'autres systèmes. Et à chaque fois, on doit s'adapter et se connecter au système informatique du client. Alors justement, quand on est multisectoriel, qu'on a un peu moins de notoriété que les gros mastodontes franco-français, comment tu communiques? Alors, tu parlais de LinkedIn, ça c'est très corporate. Tu parlais d'Instagram qui était plutôt sur l'image employeur. J'ai failli dire la marque employeur, hein, t'as vu? Mon Dieu, je me suis rattrapé de justesse. Mais pour tout ce qui est communication plus B2B, il y a évidemment des salons. Mais comment tu fais? Parce que ça doit être extrêmement compliqué. Comme on le disait, de sortir du lot. Mais en plus de ça, on est multispécialiste. C'est presque un casse-tête chinois, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas évident, ça nous oblige. Les salons, c'est important pour nous. On fait de plus en plus de salons qui sont plutôt des business meetings, c'est-à-dire des rencontres en face à face, parce que c'est beaucoup plus efficace et on a un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide. Donc là, il y a plein de gens dans notre domaine d'activité qui organisent ça, et ça nous oblige aussi à avoir à aller dans des salons qui sont très très variés. Hein. Quand on est multisecteur, on va dans des salons dans tous les secteurs d'activité, et on essaye chaque fois de créer du contact personnel. Alors la com digitale est importante, mais ça suffit pas. C'est vraiment le contact personnel qui est important. Après, la logistique, on a dit que c'était un secteur stratégique. Donc pour nos clients, c'est hyper stratégique pour eux, parce que si leur système logistique ne fonctionne pas, qui dit pas de logistique, dit pas de facturation, pas de chiffre d'affaires, et ça devient vite très compliqué. Donc sous-traiter sa logistique à un spécialiste, ce sont des process hyper importants pour les entreprises. Ça prend beaucoup de temps. C'est des décisions qui sont complexes à gérer. Et donc, notre appel d'offres dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu vois, c'est pas une décision que tu prends comme ça. C'est des gros budgets. On parle de millions d'euros. Donc, ça passe beaucoup par de la prise de contact, tout ce qu'on peut générer comme prise de contact. Puis après, c'est beaucoup du contact personnel, du travail à proximité et, j'allais dire très vite, de la collaboration avec nos clients pour les aider dans la mise en place de leurs solutions d'externalisation logistique. Alors, je reviens à cette génération de leads dont tu parlais. Tu nous as parlé d'analyse marché. Alors, moi, je voyais plutôt des emailing, des choses comme ça, mais c'est certainement parce que c'est à la taille de Maverick, donc qui est toute petite, qui est une TPE. Mais comment ça se fait exactement? Ok, tu viens de parler des salons. Il y a beaucoup de contacts personnels et c'est tout à fait normal. Ce sont des cycles longs en vente, il y a des millions d'euros en jeu pour le client et pour vous. Comment tu génères ces leads? C'est quoi? C'est une présence accrue? C'est du Google Ads? Comment ça se fait exactement? La génération de leads, elle vient d'abord par notre site internet. On remonte pas mal de contacts sur notre site web. Donc là, derrière, nous, on vient récupérer ces contacts, on les qualifie. Parce que des fois, il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils ont de très gros clients potentiels, ils ont 2 palettes, donc ça va pas nous intéresser beaucoup, mais on va plutôt chercher des clients qui ont déjà un certain volume. Et donc beaucoup de contacts qui reviennent donc par le site web. Et puis nous après on utilise beaucoup les outils comme LinkedIn, Sales Navigator pour aller chercher du contact et puis après repasser ces contacts à notre équipe commerciale qui va lui derrière chercher du contact personnel et rentrer en contact, voir si les gens ont des projets ou pas, et puis derrière ça va faire leur métier de contact traditionnel. On n'est pas du tout dans le côté mailing, on est vraiment dans du côté B2B et du contact. On va chercher vraiment le contact personnel. Je pense que c'est ce qui nous caractérise aussi. On est plutôt dans le côté de la relation et l'idée de développer des relations long terme, des relations de confiance avec nos clients, plutôt que de faire du marketing d'abattage par des campagnes d'emailing.
Ok, alors merci à toi d'avoir remis l'église au milieu du village, si je puis dire, en ce sens que tu rappelles que le marketing et la communication sont de vrais métiers, comme dirait notre ami Fred Fougera, et que de ce fait, c'est pas du pipeau, c'est pas faire des espèces de grandes campagnes que personne ne verra, où tout le monde se fait plaisir, sauf les clients et et les autres collaborateurs de la maison. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, c'est du concret de chez concret. Est-ce que tu utilises les relations presse? Parce que tu as une inauguration le 20 juin prochain. Alors, nous sommes fin mai, sachez-le, chères auditrices et auditeurs, je l'ai déjà dit, mais on est à fin mai lorsque nous enregistrons. Dans 3 semaines, tu as cette inauguration de SQF, donc qui est un entrepôt en région lyonnaise. Les relations presse, tu les utilises beaucoup? Oui, les relations presse, c'est important pour nous. On est, alors, relations presse plutôt avec de la presse spécialisée et la presse B2B dans notre secteur d'activité. On est assez peu présent dans la grande presse économique. C'est pas trop notre cœur de cible pour l'instant. Je pense qu'on est un peu trop petit pour les intéresser, mais ça va venir. Oui, la presse, c'est important. On travaille avec une agence et une attachée de presse qui s'appelle Florence. Je salue par la même occasion. Et ça, c'est important pour nous. On essaye de plus en plus de développer ce côté relation avec la presse. Et donc, comme tu le disais, le 20 juin, on a 2 événements. À la fois l'inauguration de notre nouveau entrepôt SQF6. Et puis, on fait une journée innovation. Voilà une autre façon d'aller attirer aussi du lead. On fait une journée où on invite en fait l'ensemble de nos fournisseurs à venir présenter leurs dernières nouveautés et dernières innovations dans le secteur de la logistique et du transport. Et donc, on aura à peu près une centaine de personnes présentes on a une vingtaine de petits stands dans lesquels nos clients et nos prospects pourront découvrir les dernières innovations dans le domaine de la logistique. Je parlais tout à l'heure de drones. Il y a plein d'autres choses comme ça qui seront présentées à cette occasion. Ça fait 1 an et demi que tu es chez Rhenus. Tu ne connaissais pas le transport ni la logistique, pas plus que ça en tout cas. Quelle est la plus grosse claque, entre guillemets, et évidemment, que tu aies prise depuis ces 1 an et demi? Le truc auquel tu t'attendais absolument pas en tant que directeur marketing et communication de cette belle maison. Je dirais la plus grosse claque, c'est quand même la découverte de ce secteur de la logistique qui était complètement inconnu pour moi. Et de voir ce que ça représente en fait dans notre chaîne économique. C'est comme je le disais tout à l'heure, si tu n'as pas de logistique, ton économie est complètement à l'arrêt, quoi. Et puis on ne peut pas vivre aujourd'hui sans la logistique. Pour moi, ça a été vraiment ça la grosse claque, c'est de comprendre que ce secteur, c'est quand même un secteur hyper stratégique dans notre fonctionnement actuel. On l'a vu quand il y a ce porte-conteneur là qui s'est retrouvé coincé dans le canal de Suez et que ça a complètement bloqué toute une partie de la logistique mondiale. On voit bien que les flux logistiques sont hyper stratégiques. Et pour moi, ça a été ça, quoi, la découverte du côté stratégique de la logistique. Et puis après, l'autre claque, c'était la découverte aussi de Rhenus, de cette belle entreprise qui travaille dans ce secteur-là avec un savoir-faire qui est assez unique. Et puis, je vais mettre une troisième claque, c'était aussi, j'allais dire mon équipe, parce que j'ai découvert des gens qui avaient un vrai savoir-faire, des vraies compétences, et puis qui avaient une connaissance du secteur qui était énorme. Je crois que Isabelle, que je salue aussi, qui est dans mon équipe, ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans le domaine de la logistique, donc elle a une connaissance du secteur qui est hyper précieuse. Ah, on va citer les autres collaboratrices et collaborateurs, s'il te plaît, parce qu'on ne peut pas faire que Isabelle. Oui, on a Eric qui travaille dans le domaine donc, de la partie marketing, tout ce qui est génération de leads, réalisation de nos enquêtes de satisfaction client et analyse du marché, ce qui est vraiment très, très important. Et puis après, on a 2 apprentis, Enzo qui s'occupe de tout ce qui est création vidéo et qui anime aussi on a une chaîne d'écran sur l'ensemble de nos sites, d'écran vidéo. Donc Enzo anime cette chaîne sur l'ensemble des écrans vidéo de tous les sites. Et puis Paul qui s'occupe de tout ce qui est communication digitale. Bon, écoute, on salue Paul, Enzo, Eric, Isabelle et on va même saluer Florence, ton attachée de presse, dont tu as parlé et qui est absolument fondamentale. Justement, le fait que tu ne sois pas à la base, je dis bien à la base, maintenant tu es devenu un professionnel de ce secteur, mais le fait que tu sois béotien dans le transport et dans la logistique, ça prouve bien que notre métier de communicant, évidemment, doit s'adapter au secteur pour lequel on travaille, et évidemment. Mais on a aussi nos techniques et nos armes, donc j'ai envie de dire que quand on a l'habitude du B2B et de l'industrie comme toi, tu es presque capable de travailler dans quasiment tous les secteurs.
Je le pense. Hein, mon parcours, je crois, le montre assez bien. Comme j'ai dit, j'ai travaillé dans l'informatique, dans le sport, dans l'agroalimentaire, dans la chimie. Je pense que les techniques, la finalité, elle est toujours la même. Hein. C'est clair, développer le business et développer du business en travaillant sur la partie communication interne, externe, les relations presse. Et les techniques sont pour moi les mêmes. Après, tu les adaptes en fonction des besoins du secteur. Tu vas chercher des choses peut-être plus ou moins innovantes, t'adapter aussi j'allais dire, au ton, aux valeurs d'entreprise. Mais les techniques sont toujours les mêmes. Alors après, moi, j'ai pas des secteurs que j'ai jamais touchés. Hein. J'ai jamais fait de la com financière, par exemple, qui est pour moi un domaine que je ne connais pas, sur lequel j'ai jamais été amené à travailler et sur lequel je sais qu'il y a des règles qui sont hyper précises. Mais hormis ça, je pense que voilà, toutes les techniques qu'on maîtrise en B2B, elles sont adaptables sur n'importe lequel des secteurs. Après, c'est une question de trouver les bonnes actions et puis d'adapter ces actions en fonction des besoins de l'entreprise. Une question difficile, je te préviens par avance, Jean-François. Selon toi, c'est quoi les 2-3 qualités absolument essentielles d'un directeur du marketing et de la communication dans une entreprise, et ce, quelle qu'elle soit? Je sais, la question est dure. Ouais, alors, ça, vraiment, question très difficile. Je veux dire, la curiosité. Je pense que déjà, c'est une caractéristique de notre métier. Il faut être curieux, il faut avoir envie d'aller découvrir ce qui se passe, avoir envie de comprendre, de poser des questions. Voilà, je pense que ça, c'est une chose pour moi essentielle. Le côté, comprendre aussi le côté stratégique de la communication. C'est-à-dire, la com, c'est pas des petites actions comme ci, comme ça. Il n'y a rien de petit, mais c'est vraiment voilà, c'est un rôle stratégique à jouer, d'autant plus quand on parle de crise, par exemple, où là, tout le monde est d'accord pour dire que ça devient hyper stratégique. C'est aussi un ensemble de petites actions, mais avec une visée précise, quoi. C'est pas de la guerre en face à face, où on envoie de la grosse artillerie. Pour moi, c'est plutôt de la guérilla où il y a plein d'actions, plein de petites actions qui finalement servent un but et un objectif final. Et donc, bien comprendre quel est l'objectif final, définir quel est vraiment l'objectif, ça c'est hyper important. Donc la curiosité, avoir la capacité à fixer des objectifs et l'ensemble des actions qui vont servir cet objectif, ça pour moi ça devient hyper important. Et puis quand je disais curiosité aussi, c'est s'intéresser à plein de nouvelles technologies qui arrivent. Je pense que notre métier il a beaucoup changé ces dernières années. Il va encore beaucoup changer. Il y a plein de choses qui arrivent et il faut être capable de comprendre ce qui va se passer, en quoi ça va nous aider et en quoi ça va changer nos métiers. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas que ça. Il y a des tas de choses où il faut comprendre ce qui est capable, enfin, ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies, sans forcément les faire soi-même, mais aller chercher des bons partenaires qui puissent nous accompagner sur ces nouvelles actions. Et je veux dire, l'intelligence artificielle, pour le plaisir de l'intelligence artificielle, ça sert à rien, c'est à quoi ça sert. Et peut-être que des fois, il y a des trucs plus faciles à faire avec un papier et un crayon que de passer par Midjourney ou ChatGPT. Mais chaque fois, c'est pas perdre de vue l'objectif final, quoi. Tiens, une petite question qui me vient comme ça à l'esprit. Tu es arrivé dans ce nouveau secteur que tu ne connaissais pas. Comment tu as fait pour te faire accepter, entre guillemets, toi en tant que béotien? Certes, ta réputation t'a précédé parce que tu as de très très belles expériences et une véritable expertise, mais comment tu as fait au tout début? Tu sais, les premiers jours dans une entreprise sont absolument fondamentaux. J'ai même envie de te dire que le premier jour est fondamental. Comment tu as fait? Tu allais te présenter d'abord à tes équipes, peut-être à ta direction générale un petit peu plus. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les premières décisions également que tu as prises? Je dirais la façon de se présenter, d'abord c'est beaucoup d'humilité, hein, surtout quand tu viens pas du secteur. Et puis c'est pas hésiter de le dire, moi j'y connais rien, donc expliquez-moi tout. Et s'appuyer sur les gens qui sont des experts dans leur métier. Donc moi je connais pas du tout le secteur de la logistique, donc je demande qu'à apprendre. Et donc je suis allé voir les gens en leur disant, en présentant mon parcours, donc moi je sais faire du marketing et de la communication, mais je connais rien dans le domaine de la logistique, donc expliquez-moi, dites-moi pourquoi, et en posant des questions, alors peut-être très souvent des questions de béotiens, des choses qui peuvent être de banalités pour les gens qui sont dans ce secteur-là depuis très longtemps, mais la façon de se faire accepter, c'est de reconnaître qu'on n'y connaît rien, et puis de s'appuyer sur les gens qui ont une expertise dans le domaine. Moi, après, les premières décisions, c'était déjà d'analyser ce qui se fait, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on y va, et puis de partager ça avec l'équipe et de construire tout ça avec l'équipe. Alors, il me semble que tu as une
technique ou une théorie, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas une pratique, c'est que les 90 premiers jours, tu fais en sorte de ne pas prendre des décisions fondamentales. Non pas parce que tu n'en es pas capable ou que tu en as peur, mais tout simplement parce que tu analyses. C'est bien ça? Tu m'en avais parlé très brièvement il y a quelque temps. Ouais, l'idée, alors, quand je suis arrivé chez les Vergers Boiron, on m'a dit pendant un mois, tu fais rien. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et j'ai tourné dans plein de postes, y compris des postes de production pour aller comprendre le métier de l'entreprise. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est essayer au début d'analyser, de regarder, etc. Et puis il faut, le minimum, c'est un mois, 2 mois pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe et ce qu'il y a à mettre en place. Alors souvent, j'allais dire, avant, on avait le temps de prendre ces 2 mois, 3 mois pour vraiment se poser. Aujourd'hui, ça va tellement vite qu'il faut en fait faire en marchant, j'allais dire. Et donc, il y a des choses des décisions qu'on a prises assez vite, quelques semaines après mon arrivée, parce que ça, pour moi, ça tombait de sens et qu'il fallait vraiment qu'on le mette en œuvre. Donc, la prise de recul, je pense au début, l'analyse vraiment au début de la prise de poste, c'est hyper important. Et justement, cette prise de recul, cette analyse, mais en même temps devoir aller très très vite avec le rythme de l'entreprise. Et en plus, on doit faire ses preuves. C'est comme à l'examen, j'ai envie de te dire, il faut faire ses preuves puisqu'on est en période d'essai. C'est pas un peu épuisant, c'est pas un peu, entre guillemets, flippant d'être obligé d'avancer très vite, mais en même temps prendre du recul. Et puis on t'a pas recruté pour rien. On savait que tu ne connaissais pas nécessairement le transport et la logistique, donc il y avait une vraie raison. Mais c'est pas complexe et presque une situation très difficile, un peu entre le marteau et l'enclume. Comment tu as vécu ça? Tu l'as bien vécu, rassurons-nous, mais ça doit être assez difficile par moment. Bah oui, mais c'est ce qui fait l'intérêt, c'est de découvrir un secteur et d'essayer de comprendre un secteur. C'est ce qui fait l'intérêt du poste. J'essaie de mettre de moins en moins dans des actions opérationnelles et d'être de plus en plus dans des actions de réflexion et de stratégie. Donc, c'est ça qui est intéressant sur nos métiers, c'est que prendre du recul, d'être capable d'analyser et d'avancer sur un secteur, c'est toujours hyper intéressant. Il y a une des entreprises où j'avais été embauché, où on avait pris un spécialiste, ils avaient embauché au départ un spécialiste du secteur, enfin, c'était dans le domaine du sport, ils avaient pris un spécialiste, un ancien sportif, en disant, on les apprendra à faire du marketing. Et puis, 3 mois après, ils m'ont rappelé en disant, vous apprendrez à faire du sport. Et c'est un peu ça, quoi. Il faut, je crois, savoir, prendre du recul, analyser un secteur. Et en fait, les gens dans les entreprises, ils sont heureux de parler de leur métier, ils sont heureux de t'expliquer ce qu'ils font, ils sont heureux de transmettre leur savoir-faire. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est aussi un plaisir quand tu travailles dans le domaine de la communication et du marketing, tu rencontres tout le monde. Moi, je rencontre aussi bien des gens qui sont dans des entrepôts, que des patrons d'entrepôts, que des gens de finance, que des gens de juridique, que des gens de RH. On bosse beaucoup avec les RH sur la communication employeur. Donc ça, c'est un vrai plaisir aussi d'échanger avec des gens dans des domaines complètement différents. Moi, j'adore ça. Mais je le sais bien, nous avons mené quelques campagnes de marque employeur. Oh mon Dieu, j'ai encore sorti le terme, excuse-moi. De communication employeur. Il y a quelques années, dans les ascenseurs, entre autres. En tout cas, tu pilotais ça de loin, mais avec un œil vigilant. Jean-François, j'ai ma dernière question. Tu disais tout à l'heure que ce que tu aimais, c'était la curiosité. Donc, quelque part, je te demande la question traditionnelle du décodeur de la com. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut rentrer dans les métiers de la com? Certes, être curieux, mais qu'est-ce que tu donnerais comme autre conseil? Je pense que ce côté curiosité, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui et de plus en plus essentiel. Je ne l'aurais pas dit, je me rappelle pas l'avoir dit dans le précédent épisode du décodeur de la com, mais je crois que c'est ce qu'il faut être aujourd'hui, c'est-à-dire que autant avant, on avait des gens qui se spécialisaient en graphisme, des gens qui allaient se spécialiser en vidéo, des gens qui allaient se spécialiser dans plein de domaines, et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus là qu'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle va être dans la réflexion et dans la structuration de plans de communication et de plans marketing, et de moins en moins dans je suis un spécialiste d'un sujet hyper technique, parce que certains métiers vont avec l'intelligence artificielle ou d'autres techniques, vont complètement changer, et demain, ça sera complètement différent. Et donc, il faut être capable d'être curieux, de voir ce qui va arriver, d'être capable de s'adapter. Donc, curiosité et adaptabilité, je pense que ce serait vraiment les deux conseils. Et puis, il y a un truc que j'avais adoré, parce que j'ai écouté le podcast avec Richard Gottener, que j'ai vraiment adoré sur sa vision de la communication et de la publicité.
Et moi, j'avais retenu ce qu'il avait dit pour lui, le marketing et la communication, c'était du bon sens, des émotions. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, je trouve, aujourd'hui de moins en moins dans de la pub. On fait de la pub sans... Derrière, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de message. C'est des idées, parce que... Donc, du bon sens, des émotions, des idées, parce que tu peux avoir la meilleure analyse de marché que tu veux, faire jouer toute l'intelligence artificielle. Si derrière, tu n'as pas d'idée de ce que tu peux faire avec ça, ben, ça ne servira à rien. Et puis, lui, il avait dit des couilles. Je crois que c'est aussi vrai. C'est la capacité à pouvoir défendre des idées auprès de tes équipes, auprès des gens de la direction pour faire avancer tes projets en communication. Et la communication, c'est un peu le seul secteur d'entreprise où tout le monde a un avis sur tout. Donc, voilà, à un moment, il faut dire, bah voilà, il y a un spécialiste de la communication, il y a des équipes qui sont spécialisées là-dedans, et voilà, où les gens peuvent avoir des avis, mais s'il y a toujours quelqu'un qui tranche, c'est toujours la directeur de marketing ou communication qui doit trancher. Eh bien, merci à toi, Jean-François. On va se quitter là-dessus sur ce courage, sur las burnas, comme on dit là-bas, las cojones, comme on dit là-bas aussi. Et merci d'avoir fait un clin d'œil à Richard Gottener, qui est un épisode qui a très très bien marché. Je suis pas certain que les plus jeunes le connaissaient, mais en tout cas, c'est un homme plein de bon sens et c'est un artiste. Et quelque part, nous sommes aussi, je dis bien aussi de temps à autre, des artistes dans la communication. Je te remercie, c'était absolument passionnant. Je crois que tu viens de prouver que la RSE, la communication employeur, dans un secteur qui est pas nécessairement le plus connu qui soit, c'est absolument fondamental et c'est tout sauf du pipeau comme on le voit dans malheureusement trop d'entreprises. Donc je te remercie d'avoir mis l'église au milieu du village encore une fois et tu reviens évidemment dans le décodeur et dans le café de la com quand tu le souhaites. Tu es chez toi, Jean-François, tu le sais. Merci Laurent. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre Jean-François Granat, une épée du marketing, de la communication, plutôt dans le B2B et dans l'industrie. Alors vous mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, vous laissez un magnifique commentaire et surtout vous vous abonnez au podcast Le Décodeur de la Com qui vous fait découvrir d'autres secteurs. Oui, il n'y a pas que le luxe, non, il n'y a pas que les sneakers, les tennis comme on disait il y a quelques années quand on était jeunes, Jean-François et moi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des secteurs qui, de prime abord, ne font pas rêver, mais qui sont extrêmement novateurs. On vous laisse avoir des idées, comme par exemple chez Rhenus Logistics France. Voilà, une très belle entreprise de 1300 personnes. Et à travers le monde, c'est près de 40 000. Donc, allez, vous laissez 5 étoiles sur Apple et Spotify. Vous laissez un commentaire, vous vous abonnez. Et Jean-François, je te dis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt, Laurent. Ciao, ciao.